Le prototype. Nouvelle histoire, nouvelle. Le prototype est un roman d'espionnage et d'aventure. Le thème principal de cette nouvelle serait policier, le détournement aérien ou de pirates de l'air. Les principaux protagonistes sont les personnages suivants. Zorino Cortez, Salah Ben Bouazza, un groupe d'aventuriers engagés pour détourner un jet civil de dernière génération. L'aventure se déroule en Méditerranée, au Maroc et en plein désert du Sahara. Zorino Cortez, guerriero d'un pays sud-américain, personnage haut gradé et influent, militaire de carrière, décide de tenter un coup de poker en organisant le détournement d'un appareil civil mis en circulation pour la faramineuse somme de 1 milliard de dollars US. Le guerriero, ayant appris le vol inaugural de l'Hyperjet SST 2777, regroupe une équipe de professionnels du secteur aéronautique, puis s'empare de l'appareil en plein vol. Formant une équipe de pirates de l'air, bien armés jusqu'aux dents, décidés alors de vendre les nouveaux réacteurs à une puissance étrangère, qui se révèle être une organisation criminelle de haute envergure. Mais au cours d'un transit à Casablanca, il est repéré sans le savoir par la police et le contre-espionnage marocain, négligeant le fait d'oublier un tracker dans le talon de sa chaussure gauche. L'organisation criminelle qui a décidé de s'emparer de la technologie de ces nouveaux réacteurs serait une mafia internationale localisée en Asie. Le colonel marocain chargé de cette enquête décide de faire appel à ses homologues italiens pour remonter la filière de ces pirates de l'air. Il arrive à les rejoindre en Sicile pendant que ceux-ci forment leur équipe et s'apprêtent à entamer les phases initiales du détournement. Le SST est un fleuron de l'aéronautique mondiale. Lors de son vol inaugural de l'Arabie Saoudite vers Toulouse, il devait faire escale à Rome pour emporter plusieurs hommes d'affaires du Moyen-Orient et de la jet-set du monde aéronautique. Conçu pour atteindre Mach 3.5 et avoir un habitacle extrêmement pressurisé, l'avion détourné atterrit dans un no man's land en plein désert du Sahara, après avoir été pris en chasse par des MiG-25 entre le Tchad et la Libye. L'organisation criminelle, ayant créé une base secrète, décide de démonter les principales pièces de ces stratoréacteurs qui se révèlent être une nouvelle technologie dans le domaine de la propulsion aérienne. Aidé et alerté par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le général de l'ex-URSS, Andreevitch, arrive à atterrir à l'aide d'un Antonov 225 sur la base secrète et s'empare des pièces avant qu'elles ne soient piratées par l'organisation secrète. Le guerriero et son équipe de pirates, lâchés par l'étrange organisation, sont attaqués par des bandits du désert qui les dirigent vers l'est. Le Sud-Américain, drogué, est alors embarqué dans un avion inconnu. Il se retrouve en Méditerranée sur l'île de Malte. Là, la justice internationale, représentée par le colonel marocain, arrive à l'arrêter. Il est alors transféré à Bruxelles pour être jugé par les lois internationales. Fin de la première partie. Sur une esplanade dégagée, je pouvais apercevoir la porte d'entrée de l'aérogare. Au loin, derrière de vagues rayons furtifs de phares de voitures qui éclairaient activement certains murs des bâtiments aux alentours. Devant la porte d'entrée gravissait lentement des escaliers un petit homme trapu, revêtu d'un pardessus grisonnant et portant un chapeau en feutre. Il marchait d'un air typique, tel un automate, sans se retourner ni prêter attention aux autres personnes. Le hall principal de l'aérogare était très éclairé. L'homme trapu continua sa marche inlassablement vers des guichets de billets d'avion électroniques, son visage caché par des lunettes roses et l'incroyable raideur de ses traits tirés. Une moustache ferme et des joues parsemées de petits trous lui conféraient une allure redoutable. Il avait l'air non docile. Des pommettes saillantes, des petites lèvres charnues exprimaient en lui un air de tueur parfait, implacable, reconnaissable par les experts des plus grandes polices du monde. Cet homme, à l'allure de squall, au teint antipathique et de caractère peu jovial, était en réalité le colonel Cortez,
chef des renseignements d'un État d'Amérique du Sud. Mais ce soir, il ne l'était plus. Il travaillait ou avait décidé de travailler à son propre compte. De mère de fausse identité uruguayenne, ou peut-être chilienne, je ne m'en souvenais plus. Son père était maghrébin ou mexicain. Il ne l'avait jamais connu. Tout ce que Cortez savait de lui, une petite photographie en noir et blanc où il y avait inscrit au verso « El tiburón », en un mot le requin. Cortez avait comme prénom Ricardo. Souvent, son diminutif se prononçait Zorino Santo. Il s'en foutait. Il était athée, sans croyance religieuse. Il voulait vivre riche et heureux, pensif. Il recherchait ce moyen de gagner quelque chose, un jeu, une aventure. Se faire un nom et vivre quelque part peut lui importer. L'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, rien ne l'arrêtait dans sa marche décidée. Cortez se faisait appeler par divers noms et il avait plusieurs nationalités, savait ou pratiquait plusieurs langues, couramment. Le colonel aimait particulièrement son surnom d'El Comandante. Ceci lui rappelait sa terrible vocation de redoutable mercenaire ou de parfait militaire de carrière. El Comandante tirait sur un ticket d'avion online qu'il achetait sur place. Il devait se diriger vers l'Europe ce soir de septembre 2003. Le lieu où il se trouvait était Mexico. La grande métropole, et déjà il s'asseyait sur un fauteuil confortable en attendant l'arrivée d'une carte d'embarquement. L'aéroport grouillait de monde. Déjà un nombre important de téléphones résonnaient dans les bureaux de contrôle de police et des douaniers mexicains. L'aéroport était en alerte, le commandant était repéré, mais c'était un homme puissant, introduit et jouissant d'une immunité hors pair. Zorino Cortez était couvert par des puissants personnages dans le monde des affaires spéciales. Vraiment très spéciales. Il s'agissait notamment d'interventions militaires et de détournements de gens, d'enlèvements et d'actes reprochables par le CIA, le DIA et même la police européenne. El Comandante était trempé dans toutes les affaires de tout type, drogue, le triangle d'or, marijuana américaine, le hashish marocain, la cocaïne péruvienne, l'héroïne. Il était intervenu dans des affaires au Malouine, au Moyen-Orient. C'était un homme sournois, malin, rusé et même qualifié de redoutable. Sous son teint mat et ses yeux cheveux noirs brillaient des yeux bleus glaciales. Extrêmement vivace, il se faisait passer pour l'homme jaguar dans certains territoires brésiliens pour écouler des substances chimiques illégales dont il était le maître principal et incontesté de cet étrange trafic, créant de petits laboratoires de fortune que ses activités illégales avaient amassés. Le Squall, un autre de ses surnoms, attendait d'un air indifférent l'avion qui le mènerait en Europe pour une affaire extrêmement importante, devant lui renflouer la modique somme de 300 millions de dollars US. Ses contacts l'attendaient en Sicile, à Palerme, dans un hôtel dont seul il connaissait le nom. Ses contacts étaient triés, fichés et surveillés, et il ne pouvait et ne devait en aucun cas le doubler. Les conséquences leur seraient vraisemblablement fâcheuses, et ils perdraient certainement plus qu'ils ne pourraient gagner. Déjà, un 747-400 approchait la piste principale de l'aéroport Benito Juárez. On pouvait lire Delta Airlines sur ses textures, soulevant sa corpulence à 140 knots sous nœud. Il posa son train d'atterrissage arrière en un bruit strident caractéristique, puis freinant longuement. Il s'immobilisa en fin de piste. Un haut-parleur annonça l'arrivée du vol Delta Airlines November 55 en transit à destination de Rome et Vienne via Casablanca. Cortez se leva, saisissant un bagage à main. Il se dirigea vers la porte d'embarquement qui le mènerait vers un petit salon. Il passa les instruments de contrôle de police sans problème et s'assit sur un siège devant l'accès numéro 5. La police frontière le dévisageait sans cesse, se jetant des regards méfiants et aux aguets. L'homme devant eux restait immobile, son visage n'exprimant aucune sensation, aucune crainte. Son regard fixe avait vu les pires horreurs, et il avait connu de terribles moments de souffrance. Zorino Cortez restait de marbre. Des écritures rapides annonçaient déjà l'accès à bord de tous les passagers. Des écritures rapides annonçaient déjà l'accès à bord. Tous les passagers se mirent en mouvement pour s'asseoir le plus confortablement possible pour un vol qui allait durer 9 heures. Une hôtesse saluait des passagers en espagnol, leur annonçant la bienvenue à bord ou encore bon voyage avec un sourire ensoleillé. El Comandante marcha tranquillement d'un pas décidé et prit place à bord. Il retira son pardessus, son chapeau, s'aspergea d'eau de Cologne, saisissant un calepin de son bagage, il chercha un numéro, un certain Antonio Lopez, probablement sicilien, et qu'il devait contacter en cours de voyage par avion. Cortez scruta sa montre. Il était 21 heures de Mexico. Dans quelques minutes, le 747 allait décoller vers Casablanca.
Zorino feuilleta son calepin où figuraient les phases de contact, les personnes et les heures d'appel. Tout était étrangement bien synchronisé. Ces contacts étaient présents aussi dans la mémoire de sa montre bracelet électronique, ainsi que les heures d'appel. Après avoir roulé sur les pistes, le 747-400 de la Delta Airlines décolla, levant son nez vers la hauteur du ciel de la ville de Mexico et décrivant un large cercle autour de l'espace aérien de l'aéroport avant de prendre son trajet de vol de croisière. Curtiez pensait, en fermant les yeux, à la mission incroyable qu'il devait mener. Un appareil prototype récent, hypersonique de dernière génération, le SST, devait inaugurer un vol technique de démonstration de Médine en Arabie Saoudite vers Londres via Toulouse, en France. Le colonel avait pour mission de s'en emparer et le détourner vers un no man's land situé entre le désert de la Libye et un autre État africain. Le SST portait à son bord des personnalités du monde des affaires et du commerce international. Il devait les prendre en otage contre une significative rançon de plusieurs millions de dollars. El Comandante avait avec lui une poignée de malfaiteurs expérimentés et triés sur le volet. Parmi ces pirates de l'air, sa mémoire lui rappelait 2 anciens pilotes militaires américains, un spécialiste télécommunications armé embarqué, une femme médecin et aventurière de nationalité irlandaise, un capitaine de navire portugais à la retraite spécialisé en explosifs et expert en arts martiaux, un sergent d'origine sénégalaise, un steward d'origine sénégalaise qui avait une excellente connaissance des cartographies et de la topographie en général, et tous voleraient dans le SST, et un baroudeur, un mercenaire, Adolfo Sanchez, trafiquant d'opium, un baron de la drogue en quelque sorte. Ses compagnons, ces malfrats, devaient se reconnaître comme les 7 magnifiques. Lui, le chef, se renommait El Condor, chef de toute l'opération. Il devait lui obéir aveuglément. Le vol Delta Airlines se passait sans embûche. L'équipage était sympathique. Vers minuit, il présenta le dîner. Curtiez mangea et but un vin blanc avec quelques crevettes assaisonnées. Il retira ses chaussures et entreprit de lire un journal en espagnol, peut-être El País, sur lequel on pouvait discerner en gros titres le lancement d'une nouvelle génération de jets, des hypersoniques pouvant dépasser Mach 3. C'est-à-dire plus de 3000 km à l'heure. Le SST était figuré en photographie couleur. Le premier vol devait avoir lieu dans 1 mois. Au lever du soleil, Zorino s'éveilla, le visage crispé. Il se mit debout et se dirigea vers les WC pour se débarbouiller. Des rayons rougeâtres filtraient par quelques hublots dont les caches entrouverts étaient placées ennemies. Des passagers fatigués demandaient à ce que l'on referme ses volets complètement pour se reposer. Un steward le fit, malgré les contestations des passagers qui désiraient lire à la lumière du soleil. Après quelques minutes, Curtiez revint à sa place. Il saisit un calepin et y inscrivit quelques notes. Bientôt, il serait en contact direct avec les autres pirates de l'air. Son groupe d'intervention se refermerait complètement un certain nombre de jours pour étudier et parfaire l'acte criminel qu'il allait entamer. Cela était mal, très mal. Curtiez, le squall, le savait, mais il devait agir pour son propre compte cette fois, et une certaine politique de quelques États de l'Amérique du Sud et du monde en général. L'homme au regard rude ne devait se soucier d'aucun méfait. C'était pour une cause injuste et perdue d'avance, le fric. Il le savait. Mais il devait agir espérant gagner malgré tout. Il avait très peu de chances de réussir. Mais c'était son dernier coup de poker dans l'aviation. Il devait donc jouer gros. 60% lui révélait son expérience. Un livre d'aviation de petit format placé dans un sac entrouvert qu'il avait déposé au sol près de lui attira son attention et il plongea dans une lecture passionnée. La plupart des appareils dont les caractéristiques ressemblaient au SST. Puis, après avoir feuilleté des images de tableaux de bord et des informations sur les réacteurs, son regard s'arrêta longuement sur l'ATSF, le projet de Concorde amélioré et abandonné. Le SST ressemblait étrangement à ce type de cockpit de jet de nouvelle génération, le 2777-300 étant inscrit sur les références du texte de l'appareil en question. Une hôtesse lui demanda s'il voulait prendre un petit déjeuner. Curtiez referma le livre nerveusement et répondit par l'affirmative. Pendant qu'il mangeait, il pensait que lui, seul dans sa vie, n'avait aucune famille. L'image de la vitesse de croisière du prototype en question revint en sa mémoire visuelle, Mach 2.97, c'est-à-dire plus de je ne sais combien de miles par heure MPH. La moindre erreur serait fatale. Il ne cessa de penser au rythme de travail et d'action que lui et son équipe d'aventuriers devaient entamer.
Le squale, comme le surnommaient plusieurs de ses connaissances, savait qu'il devait rejoindre une personne dont il ignorait le véritable nom en première étape. Seul le mot Palerme devait résonner sans cesse dans son cerveau. D'abord la Sicile, comme étape principale. Casablanca ne serait qu'un simple transit de quelques heures, voire une journée. Il voulut profiter toutefois d'un jour au Maroc. Il jeta un regard vif dans son agenda et y vit qu'il pouvait, d'après les plans envisagés ou qu'il avait prévus pour cette affaire, effectivement rester un jour ou deux au Maroc. Il décida de passer ce jour dans un hôtel chic à Casablanca, en attendant l'appel de son contact qui portait le nom d'Elliott. Le 747-400 de la Delta Airlines approchait maintenant la piste 35 de l'aéroport de Casablanca-Noisseur. Majestueusement, il se posa et freina sous l'inverse de poussée et le déploiement de ses spoilers ou aérofreins. Des nuages de poussière noirâtre s'élevèrent derrière. Dans son sillage, il s'immobilisa dès qu'il put réduire sa vitesse à moins de 60 km. Tout le monde à bord semblait satisfait du voyage. Les touristes mexicains, quelques Européens en transit, tout comme notre passager à l'allure sombre. Le très redouté Cortez, l'homme à l'allure austère, se leva, saisissant son sac de voyage. Il mit de l'ordre tout autour de lui et, affublé de son chapeau, attendit que le passage fût libre pour sortir de l'avion. Les yeux cachés derrière des lunettes qui n'inspiraient aucune confiance, il vérifia ses papiers, tout était dans l'ordre, son passeport dans la poche intérieure de son veston, sur le côté gauche. Le squale descendit les marches de l'escalier mobile et se tint tout juste derrière un autobus de la Royal Air Maroc, qui devait déposer tout l'équipage et une bonne partie des passagers dans l'aérogare. Sans adresser une parole, l'homme à l'allure trapue continua son chemin, emporté par l'autobus de l'aéroport. Le jour s'était bien levé. Il n'avait aucune notion du temps. Il faisait un peu frais. Il dut attendre dans une salle, tout comme les autres passagers en transit pour Palerme. Des destinations s'affichaient en cadence. Sous le bruit de cresserelles des panneaux indicateurs, il eut Palerme à 10 h du matin, vol à l'Italia 900, arrivé vers 13 h 30 heure italienne. Scrutant son billet, c'était le vol qu'il devait prendre demain, se disait-il. Aujourd'hui, il pouvait faire un tour à Casablanca. Des hôtesses vinrent à sa rencontre, le saluèrent poliment et lui indiquèrent, après avoir lu son billet, le stand de renseignement adéquat. Il remercia sans sourire. El Comandante se dirigea vers le stand Aeromexico, où se tenait un steward d'accueil, bronzé, à l'allure macho. L'homme portait une petite moustache typique des Amérindiens du Sud. Curtiez savait à première vue qu'il était un compatriote. Il s'adressa à lui en espagnol, tout en tendant son billet d'avion et une partie de sa paperasse de voyage organisé. « Bienvenido, señor, à Casablanca. Pardon, Comandante, je ne vous avais point reconnu, dit le Mexicain. » L'homme claqua de ses doigts et 2 hommes accoururent pour débarrasser le squale de ses bagages à main. L'un des 2 hommes lui indiqua la sortie et une somptueuse Mercedes l'attendait dehors. La porte en verre s'entr'ouvrit et le commandant déambula rapidement. Il s'installa à l'arrière de la Mercedes, au verre noir fumé. Complètement. Un chauffeur salua respectueusement, il se présenta. « Seigneur, je suis votre garde pour la journée, je m'appelle Ramon. Je dois vous emmener à l'hôtel Sheraton, mais d'après certaines nouvelles, nous irons au Carlton. Pour votre sécurité, je suis désolé. » Et le commandant fit signe d'approbation. La Mercedes fit ronfler son moteur puissamment, ses pneus grincèrent, ce qui fit frémir quelques douaniers aux abords d'un trottoir de l'entrée. Le soleil s'était levé depuis un beau moment, une route emplie d'arbres et longue. El Comandante se recroquevilla dans la tiédeur de son manteau qu'il refusa de quitter. Il ferma les yeux, pensant prendre du repos le long de ce trajet insignifiant devant le reste de l'opération. Le chauffeur Ramon jetait des yeux furtifs pour s'assurer de l'identité de l'homme. Émerveillé, il avait dans son regard un boss, un véritable grand patron des affaires militaires de l'Amérique du Sud, et il ne rêvait pas. El Comandante, le redoutable homme d'acier, était assis derrière lui sur le divan arrière de sa Mercedes. Dans les locaux de douane et les services de police de l'air marocains, l'alerte était donnée. Un félin était entré. Des téléphones retentissaient et des portables sonnaient à tout rompre. C'était fait. La sécurité marocaine avait les yeux braqués sur lui. Ses moindres gestes étaient à présent contrôlés et analysés, voire épiés. Ils, les hommes de loi en uniforme, ne redoutaient qu'un seul qualificatif, la drogue. Dans un local à Casablanca, un téléphone rouge sonna. Un homme derrière un immense bureau fumait, mordant sa cigarette. Il gratta sa calvitie. Son nom, Salah Ben Bouazza, était gravé sur une plaquette en bois or et ivoire. C'était Salah Ben Bouazza, un des principaux chefs de la police du patelin.
dans la section des renseignements généraux, peut-être la défense et sécurité du territoire. Il dit 2 ou 3 mots, les murmurant doucement. Le squale, il est là depuis quand? Ben Bouazza nota sur un papier en se tenant le front. Il lâcha un « merci », puis éteignit le portable rouge qu'il mit dans son veston. Ben Bouazza tira quelques bouffées rapides sur son mégot. Il l'écrasa au sol de son pied. Cet homme de petite taille, à l'allure chétive, coiffait les renseignements généraux de Casablanca, ainsi que le service des hautes affaires spéciales internationales. Il était petit, mais vif d'esprit, et avait en horreur le travail mal fait. En termes simples, c'était un cérébral. Ben Bouazza se voulait perfectionniste, et son principal défaut était l'impatience. Mais malgré tout ceci, il avait réussi. Plusieurs affaires gagnées qui lui valèrent l'estime de ses supérieurs. Fin limier, il était toujours sur le qui-vive à dénoncer les criminels et redresser les torts. Mais il avait sa façon à lui. 3 hommes à l'allure de barbouze le rejoignirent. « Oui, chef, dirent-ils, suivez-moi. » En sortant des locaux, l'homme aux lunettes et à la calvitie, les mains dans les poches, cracha sur le trottoir. Juste à l'endroit où se trouvait une poubelle, il lâcha. « Le blédard, l'ours et toi, le cordonnier. Là, venez avec moi tout de suite. Nous allons faire une visite de courtoisie en ville. Il y aurait un gros gibier qui vient de pointer. » Ben Bouazza s'installa à l'arrière d'une vieille Renault. Les 3 hommes étaient en sa compagnie. Le blédard et tout le reste des dénominations n'étaient en réalité que leur surnom. Le blédard était en fait le plus rusé de tous. Et d'ailleurs, c'était pour cela que le chef le qualifiait ainsi, afin de ne jamais éveiller l'attention pendant le service. Quant au cordonnier, il était spécialisé dans tous les types de filatures. La Renault se mouvait à Casablanca, emportée par le fleuve de la circulation. Elle était devant l'hôtel Carlton. Le chauffeur s'arrêta, coupant le contact. Un appel dans le portable rouge du chef se fit entendre. Salah refusa de répondre. « Non, nous sommes à découvert, dit-il doucement. » Ses collègues restèrent un moment sans bouger, attendant des ordres. « Laissons-le agir d'abord. Nous verrons bien ensuite ce qu'il veut vraiment, » expliqua Ben Bouazza. Derrière un visage bien portant, Ben Bouazza alluma une cigarette. Il la mordit longuement, serrant les dents, écrasant le sucre du tabac afin d'en réduire la nocivité. Elle commandante et se prenait une douche chaude. Il ne savait pas que ses gestes étaient suivis par le contre-espionnage marocain. De toutes petites caméras incrustées entre les boîtes des fenêtres. Peut-être ne se savait-il épier, mais peu importe, son mobile n'était-il pas autre. Demain, je serai en Sicile. En plus, je ne suis que de passage ici, et je n'ai jamais eu de sales affaires dans ce bled, se disait-il. Dans la zone de contrôle, tous ces bagages furent minutieusement fouillés, filmés, photographiés, secoués, et il n'avait visiblement rien de suspect. La police frontière, qui traque les malfaiteurs, s'était assurée qu'il n'y avait aucun bijou, aucune drogue. À sa grande stupeur, les policiers purent localiser, identifier un micro-émetteur de la nanotechnologie de taille infime dans le talon de sa chaussure droite. Inexpliqué fut cet indice, ce qui permit à Ben Bouazza d'affirmer qu'il devait créer un dossier sur cette personne. « Oui, monsieur le ministre, déclara Salah. C'est vraisemblablement une faille apparente. Je dois ouvrir une enquête à titre personnel, s'exclama celui-ci à la question du ministre de la Défense, et eurent une séance à mi-clos. Excellence, cela peut paraître stupide vu son immunité diplomatique, mais je dois ouvrir une enquête sur cette personne. Je ne peux me permettre de fermer les yeux à ce fait. Mais, colonel Ben Bouazza, cet homme est l'ancien maître de guerre de cet État sud-américain. Étant couvert, c'est un homme puissant, introduit dans les milieux de la planisphère politique mondiale. Et nous ne pouvons point nous permettre une telle chose. Cela créerait un incident diplomatique et vous ne devez pas l'arrêter. Il ne s'agit pas de l'arrêter, mais de continuer à le surveiller. Excellence, dans ce cas, nous passons à une autre étape qui relève de l'international. Colonel, agissez comme vous voulez. Vous avez les mains libres à présent, dit le ministre de la Défense. Ben Bouazza se leva tranquillement, salua le ministre d'un air de camaraderie, et l'air satisfait, il quitta la séance. El Commandante se promenait de nuit à Casablanca, la côte et le quartier Corniche. Il dîna dans un restaurant marocain où il fit poser des plats nationaux au son d'une musique agréable, charme oriental, danseuse arabe, puis petit orchestre folklorique et musique andalouse. En quelques heures, Curtiez avait goûté au charme des nuits marocaines. Il alluma un gros cigare, fumant dans ce restaurant peu éclairé, but du thé à la menthe. Pendant qu'il payait la note, le chauffeur Ramon se présenta devant lui. « Ah, Seigneur Zorino, je dois vous parler absolument, dit-il. » Le squale jeta un coup d'œil rapide à sa montre. Il était 2 heures du matin, heure GMT. Laissant un très bon pourboire, l'homme sortit du restaurant, le regard et la démarche fière. Ramon le suivit lorsqu'ils furent seuls. « Oui, je vous écoute, dit le squale. J'ai entendu dire que vous étiez très introduit dans les milieux puissants en Amérique du Sud. Je voudrais obtenir la libération de ma fille Ingrid. »
une jeune femme détenue dans une prison dans la jungle en Honduras. Pouvez-vous m'aider, Seigneur? Je vous en supplie, je n'ai qu'elle seule au monde. » Ramon laissa perler une larme. « Vous avez fait une faute, Ramon. Je vous avais dit que notre organisation et tout ce qui est compris ne doit jamais être changé. » Il articulait les mots avec difficulté. « Bien, j'essaierai de faire quelque chose pour votre fille, Ramon. Je vous le promets, mais assez perdu de temps. À demain pour le départ, comme convenu. » Sans dire un mot, l'étrange personnage tendit une carte de petite taille au chauffeur. Celui-ci la prit, l'air plus que satisfait. Il semblait mourir de joie. Il quitta l'homme à la stature rigide et aux traits de félin. El Commandante, suivi probablement par des espions notoires, se fraya un chemin vers son hôtel où il s'endormit après avoir éteint sa lampe de chevet et sous les fouilles infrarouges de surveillance des Marocains. Dans l'aérogare Mohamed V de Noissar, un haut-parleur annonçait « Vol à destination de Palerme, Sicile. Les passagers sont priés de se rendre à la porte d'embarquement A5. Départ prévu pour 9h, 10h GMT. » Pour 9h10 GMT, pardon. Heure locale, merci. Zorino Cortez marchait au milieu d'une foule repérant un trajet qui le mènerait à la porte d'embarquement. Après quelques formalités de sécurité, il prit place à bord d'un jet qui l'emmènerait à Palerme. Il se dit « Tout est OK ». Son bagage à main était à sa portée. Il se leva et le plaça dans un porte-bagages ou box situé au-dessus de sa tête. Il se rassit, vérifia son visage en faisant passer sa paume de la main dessus. Il était bien rasé. Il jeta un regard à travers l'hublot. Il ne discernait visiblement pas l'aéroport, un mur empêchant de voir au dehors. C'était en réalité une rampe de stationnement. La radio de bord annonça « Le commandant Charkey est heureux de vous accueillir ainsi que son équipage à bord de ce MD-83 à destination de Palerme, Punta Raisi, Italie. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et de ne pas fumer pendant le décollage et dans la zone non-fumeur. Veuillez rester assis et suivre les procédures de sécurité. Merci. » Puis il y eut un bip. L'avion était pratiquement vide. Une centaine de passagers seulement. Zorino boucla sa ceinture et croisa ses doigts pour attirer la chance. Il était superstitieux. Quelquefois, il jeta un coup d'œil rapide à sa montre qui indiquait 9h05. On annonça « Pushback » et l'appareil, au bout de quelques secondes, fit un mouvement en arrière. En jetant un regard vers sa gauche, Zorino constata que tous les sièges étaient inoccupés. Il était vraisemblablement le seul dans toute la rangée. Une hôtesse passa en souriant, vérifiant le bouclage de ceinture une dernière fois avant de s'asseoir sur un siège réservé et proche d'une issue de secours. Vrombissant une poussée adéquate de décollage, le McDonnell Douglas s'élança dans l'azur tout en décrivant un large virage pour un vol ascensionnel à droite. Et vers la Sicile, des sons, des bips fusaient de partout. Des radios annonçaient tantôt la météo, tantôt des mesures techniques de vitesse et de capacité de l'appareil. Cortez ne put retenir qu'une phrase. « Nous vous souhaitons un agréable voyage sur nos lignes. » Il se demanda quelle compagnie. Sa réponse fut instantanée. En croisant de son regard le long du dossier de son siège, il lut Delta Airlines et non Aeromexico. Il avait compris qu'il avait changé d'avion, mais pas de compagnie. Aeromexico ne couvrait pas le Maghreb. Après avoir atteint le vol de croisière entre 28 000 et 30 000 pieds, les hôtesses déambulèrent des chariots pour un breakfast. Cortez fut servi et l'hôtesse lui présenta un choix de breuvages chauds. « Café, chocolat chaud ou thé noir, monsieur ?» dit-elle en souriant. « Café, je vous prie, dit Cortez, le visage glacial, et lâcha gracias. » Elle engouffra un petit croissant chaud, après l'avoir enduit de beurre et de confiture de cerise. Il ajouta une dose de lait à sa tasse. Le café était amer, mais sucré. Il préférait le boire avec du lait. Son téléphone satellitaire sonna. Il plongea la main dans son veston. L'hôtesse lui fit remarquer de l'éteindre. « Je ne comprends pas, signorita, cela s'est activé tout seul, un moment fortuit. Je l'éteins tout de suite, » expliqua Cortez. L'hôtesse de l'air hocha la tête de satisfaction. Cortez avant d'éteindre, avait jeté un coup d'œil rapide au numéro qui s'était affiché. Il reconnut le correspondant. « Ramon, se dit-il, encore une erreur, l'air agacé. » Le squale décida de se relaxer en écoutant de la musique. Il déchira un sac en plastique contenant des écouteurs et choisit